Alors, notre entretien va tourner autour de 4 axes principaux. La politique nationale, l'économie, le social et les relations internationales. Mais avant, il était difficile de vous recevoir, M. Kouadio, de vous recevoir et ne pas échanger avec vous sur une question qui préoccupe les Ivoiriens. Vous êtes un enfant, ce n'est pas péjoratif, hein? Vous êtes un enfant du PDCI, vous êtes du Sérail. Vous avez occupé très tôt des postes importants. Vous avez, si je ne m'abuse, dirigé pendant près de 12 ans la jeunesse du PDCI. Alors, certaines opinions politiques, et même parfois publiques, disent que vous êtes un enfant spirituel de M. Henri Konan Bédié. Et beaucoup plus loin, pour le conseiller que vous aviez été à Port-Bouilly, il y avait à côté de vous une dame que je vous ai entendu souvent appeler maman, Madame Akangui. Et puis voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, en qualité de candidat indépendant que vous êtes, est-ce qu'on peut dire que la rupture est consommée entre vous et le PDCI, votre parti originel? Merci de me donner cette énième occasion pour bien faire comprendre aux Ivoiriens le sens de mon combat. Je ne m'embarrasserai pas de complexes inutiles. Je veux rester les 2 pieds dans la tradition. Oui, je reconnais, à la face des Ivoiriens, que j'ai considéré, et je continue de considérer M. Bédié comme un père. Je l'ai choisi librement, on ne me l'a pas imposé. Nous nous sommes rencontrés au PDCI RDA, partageant les mêmes valeurs. Je précise au passage que j'ai connu Oufouet. Oufouet m'a connu. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Je suis venu au PDCI RDA pour des valeurs que j'ai indiquées tout à l'heure. Des valeurs de pardon, des valeurs de tolérance et des valeurs de rassemblement. Un parti politique, mes chers compatriotes, quand il se crée, c'est pour conquérir le pouvoir d'État. Et la présidentielle, c'est la mère de toutes les batailles en politique. C'est autour de cette élection présidentielle que s'organisent toutes les activités de tous les partis politiques. Pendant 5 ans, on a mis nos militants sur le terrain. Pendant 5 ans, ils ont été au contact des populations, à supporter leurs desiderata. Parce qu'en clair, tous nous savions que 5 années après, nous irions aux élections présidentielles. Et la date est connue constitutionnellement, c'est le 25, et bien dans une semaine. Voilà que le PDCI RDA, qui est qualifié par Aoussou Janou à juste titre, comme un parti rabougri. Oui, le tout n'est pas de dire qu'il est rabougri. Comment sommes-nous arrivés là? Nous étions un parti bien grand, prospère, du temps de Félix Houphouët-Boigny, qui, je veux dire, mobilisait quasiment toute la Côte d'Ivoire. Eh bien, en 1993, après la mort du père fondateur, des Ivoiriens au PDCI RDA ont éprouvé le besoin de quitter le PDCI RDA librement. Nous sommes en démocratie. N'oubliez pas que depuis 1989, nous avons fait le choix de revenir au pluralisme, au multipartisme. On ne peut donc pas obliger quelqu'un à rester dans un parti s'il ne veut pas y rester. Alassane Dramane Ouattara était le numéro 2 du PDCI du temps du président Houphouët. Et ce n'est pas à vous que je le dirai cela, puisque nous nous connaissons bien. À la mort du président Houphouët, il décide de quitter le PDCI, en promettant par la voix de feu Guéni Kobna de réduire le PDCI RDA à l'état de relique au nord et à l'état de vestige au sud. Je dois comprendre que là où le PDCI gagnait systématiquement, faisait ses meilleurs scores dans le nord de la Côte d'Ivoire, nous avons presque disparu aujourd'hui. Ça, c'est l'action du RDR et donc de son mentor, Alassane Ouattara. Ça n'a pas suffi. En 1993, après la mort du père fondateur, le président Houphouët, que Alassane lui-même considère comme son père, eh bien le père, avant de mourir, a indiqué le chemin pour la suite, pour le progrès. Il dit, si je ne suis pas là, eh bien appliquez l'article 11 de la Constitution pour que devienne président Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara, fils d'Houphouët, premier ministre de la Côte d'Ivoire, est le seul qui s'oppose à l'application de l'article 11. Et vous savez vous-même, de mémoire de journaliste à la RTI, combien ça a été mouvementé, là, que Bédié prenne la RTI pour s'adresser aux Ivoiriens en 1993. Eh bien, Bédié a eu le dessus. Mais Bédié, certainement,
vrai ou fautif, n'a pas cherché à se venger de Ouattara. Il lui a même donné sa liberté. Il est sorti du pays. Aucun de ses proches, aucun de ses parents n'a été inquiété, n'a été mis en prison. Mais je suis au regret de constater que depuis qu'il est parti de la Côte d'Ivoire, eh bien, il n'a pas manqué de proférer des menaces. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Je vais décréter la chienlit. C'est la première fois dans ma vie de jeune Ivoirien que j'entendais ces propos de la bouche d'un leader politique de son rang. Quelqu'un qui a fait le FMI, qui a eu une carrière professionnelle enviée de tous les jeunes de ma génération, de partout en Afrique, venir s'illustrer de cette façon, ça nous pose problème. Eh bien, comment vous pouvez admettre que 15 ou 20 ans après, le PDCI se rassemble pour convenir que celui qui a été son bourreau soit celui qu'il désigne pour aller compétir en son nom, alors que le président français, M. François Hollande, a indiqué clairement dans ce pays qu'un parti politique qui refuse d'aller à une élection, eh bien, signe son acte de décès. Chers frères et sœurs, militants du PDCI-RDA, je ne veux pas participer à la mise à mort du parti de Félix Houphouët-Boigny. Or, ne pas avoir de candidat, c'est décider de tuer le PDCI d'Houphouët. Qu'est-ce que le PDCI a fait à cette Côte d'Ivoire? Lui qui a libéré la Côte d'Ivoire du joug colonial, lui qui a bâti la Côte d'Ivoire dans l'harmonie. Comment le PDCI peut disparaître du jour au lendemain? Nous inviter, dans un appel futile de Daoukro, eh bien, c'est nous inviter à tuer le PDCI. Je ne peux pas l'accepter. Oui, je reconnais aussi, Mme Horta Saka-Angui, je ne peux jamais oublier, eh bien, le service qu'elle m'a rendu dans la vie. Mais qui est-elle, Mme Saka-Angui? C'est la fille de Gabriel Dadier. Vous le savez bien, ce grand planteur prospère à Agboville, qui est parti avec une délégation, chercher Félix Houphouët-Boigny pour venir diriger le syndicat agricole africain qui va donner ensuite naissance au PDCI-RDA. Elle fait partie de ceux que j'appelle les dépositaires du PDCI-RDA. Elle ne peut pas, et en tant que fils, je crois lui avoir dit, participer à une quelconque action qui débouche sur la mort du PDCI-RDA. Je suis bien dans l'obligation, bien malgré moi, de ne pas suivre cette voie. Ça ne fait pas de moi un indiscipliné, bien au contraire. Ça ne fait pas de moi un renégat, un ingrat, bien au contraire. Je veux rester militant, discipliné. J'ai une ligne, j'ai une trajectoire qui ne soit pas empreinte de géométrie variable. Je défends le PDCI, je veux que nous puissions nous battre pour que la démocratie soit dans ce pays. Dans les années 90, des devanciers se sont battus pour l'espérance démocratique. Battons-nous pour enraciner et préserver ces acquis démocratiques pour que nous puissions enseigner ces valeurs aux jeunes générations pour éviter les conflits d'avenir. Très bien. Alors, Kadi Fofana, tout à l'heure, M. Kwadwo Konan-Bertin a insisté sur la notion de réconciliation nationale. Il est à vous. Bonsoir, M. Kwadwo Konan-Bertin. Bonsoir. Dans vos propos liminaires, vous avez dit que 5 ans après la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire, toujours pas de réconciliation. Au Rwanda, le génocide qu'il y a eu, ça fait maintenant 21 ans, beaucoup n'ont pas encore réussi à surmonter ce drame. Alors la réconciliation en Côte d'Ivoire, pouvez-vous l'obtenir si vous êtes président le temps de vos 5 ans de mandat? C'est la chose, il me semble, la plus simple à réaliser. Il suffira tout simplement d'aimer la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, je suis très souvent inquiet, malheureux et triste quand j'entends de la bouche des personnes haut placées dans ce pays qui pensent être au pouvoir parce que c'est leur tour. C'est notre tour là. C'est ça qui tue la Côte d'Ivoire. C'est ça qui détruit notre pays. Il n'y a pas le tour de quelqu'un. Il y a le tour d'un peuple, un seul peuple. Un seul peuple. Il n'y a pas le tour de quelqu'un. Je pars du principe que la guerre se fait à deux. Si la guerre se fait à deux, c'est à deux qu'on doit aller à la paix. Or là, en 2010, les deux citoyens qui se sont battus pour des élections présidentielles sont d'un côté Alassane Dramane Ouattara et de l'autre côté Laurent Gbagbo. Et comme je le dis, si on est ivoirien et qu'on connaît bien nos traditions et nos cultures, en Côte d'Ivoire, comment règle-t-on nos problèmes et nos différends dans nos villages? Quand il se trouve que dans un village, deux villageois, deux frères en viennent à se bagarrer et que la chefferie veut régler le conflit, on invite les deux belligérants sous l'arbre parable autour de la chefferie.
on leur donne la parole à tous les deux. Les deux s'expliquent, on prend le soin de les écouter. Et puis après les avoir écoutés, au nom de l'intérêt supérieur du village, on décide de ne pas être complaisant et d'attribuer à celui qui a tort son tort en leur demandant de s'embrasser pour que la paix revienne. Mais si, pour une raison ou pour une autre, pendant que ces deux sont arrivés à se battre et que le chef central décide de chasser du village un des belligérants, c'est bien, vous l'avez chassé, il est parti. Mais celui qui est resté seul, l'autre belligérant, avec qui il parle, avec qui il dialogue, avec qui il se réconcilie. La guerre se fait à deux, la paix se fait à deux. Dans ces conditions, nous sommes en pleine République. Il me semble que nous avons choisi d'aller à la réconciliation par la justice. Oui, c'est une bonne chose. Et en tant que député, je ne peux pas m'opposer à l'application de la justice. Mais de quoi parlons-nous? Il me semble qu'on veut faire la lumière sur tous les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Mais les morts, il y en a eu dans le camp de Ouattara, comme il y en a eu dans le camp de Gbagbo. Nous sommes dans l'obligation, au nom de cette même justice, de faire la lumière sur tous les morts. Si on estime que c'est à La Haye qu'on peut faire la lumière sur les morts, dans ces conditions, la bonne logique voudrait que tous les belligérants soient déportés à La Haye. De sorte qu'on leur donne la parole et que les Ivoiriens les écoutent pour qu'on sache qui dit vrai et qui ment. Ce n'est pas le cas. Gbagbo a été seul déporté à La Haye. Et on croit qu'on est ainsi réconcilié. Je suis toujours à l'écoute des Ivoiriens. Celui qui pense que le fait que Gbagbo ait été éloigné de la Côte d'Ivoire, ça suffit pour penser qu'on est réconcilié. Moi, je n'y crois pas. Par contre, il me semble que la chose la plus simple que nous puissions faire en tant qu'Africains, c'est de donner du sens à nos valeurs. On dit chez nous que le linge sale se lave en famille. Nelson Mandela, après avoir séjourné 27 ans en prison, quand il sort de prison, il ne pense pas à se venger de ses bourreaux. Il tend tout de suite, immédiatement, la main à ses bourreaux, sans même chercher à savoir qui a fait quoi. Ce qui est important pour Nelson Mandela, c'est l'Afrique du Sud de ce moment et de l'avenir. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est là, un exemple de pardon. Si le linge sale se lave en famille, alors on choisit de régler tous nos problèmes en famille. Mes chers Ivoiriens, je vous le dis, pas par démagogie politique, je vous le dis parce que j'y crois. Parce qu'il faut m'apprendre une chose. La politique, l'homme l'a fait, pour l'homme. L'homme est au centre de la préoccupation politique. C'est pourquoi en 1983, si mes souvenirs sont bons, Oufou est allé chercher le président Gbagbo de la France où il se disait en exil pour le ramener en Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, je vous fais la promesse. Si je suis président de la République de Côte d'Ivoire, en une semaine, je ferai rentrer sur le territoire ivoirien tous les fils de ce pays. S'il y a des prisons à faire, ils les feront dans notre pays. Et je pense que si nous devons donner une chance à la réconciliation, il faut libérer tous ceux qui sont en prison, en Côte d'Ivoire et ailleurs. De mémoire d'Ivoiriens, je n'ai jamais vu nos prisons aussi pleines de leaders d'opinion, d'hommes politiques qui en réalité n'ont pas leur place dans ces prisons-là. J'espérais, en tant que fils d'Oufouet, qu'Alassane comprendrait ce message pour apporter un autre signal fort en cherchant à décrisper l'atmosphère générale autour de ce scrutin pour qu'on y aille dans un consensus et de façon apaisée en libérant tous ces prisonniers. Mais que non, ils y sont. Et on s'imagine que cela empoisonne l'atmosphère nationale. Pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à regarder le manque d'engouement. Les Ivoiriens ne vont pas chercher les cartes d'électeurs à 5 jours du vote. Les Ivoiriens se donnent d'autres chats à fouetter. Ils ne se sentent même plus concernés par la vie de leur propre République. Mais il faut qu'on trouve les raisons et les choses qui expliquent ce comportement-là. Tant qu'on ne réussit pas la réconciliation, il me semble que tout le reste va être difficile. C'est pourquoi j'en fais la priorité. Bien sûr, en dédommageant toutes les victimes, et les vrais. J'ai du mal à comprendre que 5 ans après, on n'est pas encore fini de dédommager tous ceux qui ont pris les armes dans ce pays. Étaient-ils aussi nombreux? Étaient-ils aussi nombreux? Comme on dit à Abidjan, ça prend fin quand? Ça prend fin quand? Je vous dis tout à l'heure, dans le cadre de cette campagne, j'ai envoyé tous mes délégués au Nord. Tous ont été conduits. Tous ont été brutalisés. Mes affiches ont été sauvagement déchirées. Mais regardez comment les Ivoiriens du Nord s'acharnent sur des affiches
de simples photos et dire que moi-même, physiquement, je vais m'y rendre. Alassane est le seul qui tourne partout sur l'ensemble du territoire à battre campagne. Il y a une pan entière de la République qui est interdit au reste des Ivoiriens. Ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire. Aïe Sabari, ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, elle est une, elle est indivisible. Je voulais justement vous demander, au niveau de la réconciliation qui vous tient à cœur, une réconciliation comme celle-là qui, à votre avis, a du mal hein, à se faire, vous envisagez de mettre sur place un haut conseil de la réconciliation. Tout à fait. Alors, quel sera son mode de fonctionnement? Quel sera le mécanisme? Est-ce que ce genre de modèle n'a pas été déjà essayé dans notre pays? Vous savez, tout dépend de la volonté politique qu'on y met. D'accord. Ce n'est pas les postes qui font les hommes, et c'est les hommes qui font les postes. Je créerai justement le Haut Conseil, qui va remplacer la médiation, mais en lui donnant de grands pouvoirs, très élargis, pour prévenir les risques. Parce que, c'est vous qui l'avez dit d'entrée de jeu, gouverner, c'est prévenir. La crise qu'on vit, elle ne veut pas dire que demain, il n'y a pas d'autre crise. En cherchant à résoudre celle qu'on vit, il faut prévenir les crises éventuelles qui peuvent survenir. Donc, ce n'est pas un rôle ponctuel. Il faut faire en sorte que ce Haut Conseil ait un sens, mais parce que dirigé par un Ivoirien au-dessus de tout soupçon intègre et que ça ait de la crédibilité. Alors, je vous le dirai, parce que dans mon programme, quand je vous dis que je m'emploierai à reconstruire la stabilité de ce pays, la stabilité qui passe par quoi? La mise en place d'institutions crédibles. Obama nous l'a dit. Ce dont l'Afrique a besoin, ce n'est pas d'avoir des hommes forts, mais des institutions fortes. J'ai passé 3 ans à tirer la sonnette d'alarme pour dire que cette CEI que nous connaissons, qui a déjà à son actif une élection présidentielle, qui a débouché sur des milliers de morts, on a reconduit tout simplement les mêmes acteurs. Là où ailleurs, sous d'autres cieux, des citoyens, parce qu'ils ont la culture de démission, auraient dit, écoutez, je préfère me retirer, il y en a qui s'entêtent à demeurer là. Comme si, de tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, ces milliers de morts, ils n'ont pas une part de responsabilité. Ils ne se reprochent rien. Et on s'accroche. Les mêmes causes, produisant les mêmes effets, je crains. On ne prépare là encore les ingrédients de la répétition de l'histoire. Alors, On va rester encore sur le Haut Conseil de la cohésion nationale. Traoré Abou vous a demandé comment est-ce que ce Haut Conseil va fonctionner réellement. Après avoir désigné une personne au-dessus de tout soupçon, comment est-ce qu'il va fonctionner? Vous avez vu l'exemple que nous a donné tout récemment, le Moro Naba au Burkina. C'est une autorité traditionnelle. Dans la confusion qui a régné au Burkina, parce qu'il est respecté, certainement, parce qu'il a une certaine crédibilité, il a un pouvoir, une autorité sur le peuple. Tous les belligérants se sont retrouvés chez lui dans la même nuit, sans même attendre l'arrivée de la CEDEAO. Les Burkinabés avaient réglé le problème. Parce qu'ils croient en cette autorité traditionnelle. Est-ce que vous pensez que dans notre pays, on a ce profil? Nous devons l'avoir. Pourquoi pas? Nous devons. Il y a quand même des rois dans ce pays, des chefs coutumiers dans ce pays. Il ne faut pas que nos rois et nos chefs coutumiers ne servent qu'à décorer et faire la libation pour accompagner le leader politique. Il faut aussi qu'ils soient capables de regarder leurs enfants que nous sommes droit dans les yeux pour leur dire ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire et ce qui ne l'est pas. C'est là leur responsabilité. Pourquoi forcément prendre des rois et des chefs? Pourquoi ne pas aussi penser à une personne qui a été victime? Une victime qui s'adresse à d'autres victimes, est-ce que le message ne passe pas mieux? Je ne dis pas que je prendrai les rois, j'associerai les rois. Et chefs traditionnels. Forcément qu'il y aura un citoyen ivoirien, quand même au-dessus de tout soupçon, qui joue encore d'une crédibilité aux yeux d'une grande partie des Ivoiriens pour assurer cette fonction. Et je vous ai dit, elle aura une autonomie de fonctionnement et d'action, de sorte qu'elle puisse même regarder le chef de l'État que je serai au soir du 25 octobre pour me dire ce qu'il faut dire pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Très bien. On va revenir sur le chapitre de la réconciliation, si vous permettez. Alors, pour certains, durant la première semaine de la campagne, vous êtes rendu à Lakota, à Yopouyo, à Gagnoa, à Memli récemment. Vous avez justement parlé de la libération de Blé Goudé et de Laurent Gbagbo qui sont à La Haye. Vous avez même dit que vous avez fait 5 visites, vous avez rendu 5 visites à ces personnalités. Alors, d'aucuns pensent que c'est de la récupération politique que vous menez ainsi, puisque nous sommes en pleine campagne électorale. Ben, j'ai commencé
ce discours avant d'être candidat. Je vous dis, ma première visite à La Haye. J'ai été pour la première fois à La Haye simplement dans le respect de nos valeurs traditionnelles pour apporter le réconfort et bien en pareille situation à quelqu'un, à un Ivoirien qui a perdu sa mère. Le président Laurent Gbagbo a quand même été président de la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens savent que j'étais opposé farouchement au président Gbagbo. Je ne figure pas parmi ceux à qui il a fait du bien dans ce pays. Mais Dieu seul sait combien de mamans des autres Gbagbo a entré dans ce pays. Voici quelqu'un qui se trouve vivant et qui ne peut pas aller aux obsèques de sa propre mère en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas rien. Vous savez, nous tous, autant que nous sommes, chacun rêve d'enterrer dignement sa mère. Et je vois un Ivoirien, ça aurait pu être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Vous savez bien que la manifestation de notre culture commande que quel que soit le degré d'animosité entre deux Ivoiriens, quand un perd quelqu'un de qui il est cher, eh bien l'autre lui est solidaire. C'est ce que j'ai fait. J'ai été le saluer. Et croyez-moi, si j'avais été à la place de ces nombreux conseillers autour d'Alassane Ouattara, je lui aurais même proposé de saisir l'opportunité de la mort de cette maman, cette dame qui n'était rien d'autre que la maman de l'ancien président, pour réconcilier les Ivoiriens. De quelle façon? D'une façon plus simple, comme on le fait en Afrique. Le président Ouattara aurait pu désigner un collège de cadres du RDA, de ministres, pour dire, bon, c'est vrai que je ne peux pas m'y rendre, pour des raisons, j'en sais rien, mais vous allez voir M. Gbagbo pour lui dire que nous restons après tout des frères. Au moment où il perd sa mère, j'envoie une délégation pour compatir, pour le saluer. Et puis demander avec lui comment la République de Côte d'Ivoire peut enterrer cette dame qui n'était rien d'autre que la maman de l'ancien président. Parce qu'au fond, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pour ça que chez nous, en Baoulé, on vous dit, quand vous mangez la main du singe, regardez votre propre main. On l'aurait enterré dignement, qu'on serait reparti le voir pour le dire, c'est vrai, la vieille est enterrée. Mais les vivants, là, ils ne se parlent plus. Ils sont les milliers dans la sous-région. Quelle que soit l'hospitalité de nos frères autour de nous, les Ivoiriens ne peuvent pas être mieux que chez eux. Comment on s'accorde pour faire entrer tout ce monde, pour créer les conditions de retrouvailles et bien du revivre ensemble? Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous faites de la récupération politique? Oui ou non? Non. Vous pensez que vous êtes Ivoirien, vous avez agi, tout simplement. Je suis Ivoirien, je suis PDCI, mais quand vous me retrouvez aux obsèques du petit frère d'Amadou Soumaoro, le secrétaire général du RDA, et qu'en dites-vous? Ça, c'est l'opinion. Hein. Non, puisque je vais aux obsèques des autres. Alors, quand je vais soutenir Gbagbo parce qu'il est en deuil, je cherche à faire la récupération. Mais quand je vais aux obsèques du petit frère d'Amadou Soumaoro, eh bien là, c'est normal. Non, attention, pas de poids, de mesure. Où on est Ivoirien, on aime la Côte d'Ivoire, on a une attitude pour l'ensemble des Ivoiriens. Le deuil n'a pas de couleur politique. Le deuil, c'est un deuil, il peut frapper tout le monde. Et un bon Ivoirien, il est humaniste. C'est ce que j'essaie de démontrer. Au-delà du deuil, est-ce que vous pensez que ce combat de la libération de Gbagbo et de Charles Blé Goudé n'est pas de la légitimité du FPI, puisque même sur ce plateau, le candidat du FPI l'a démontré ici? Il l'a démontré en quoi disant, je n'ai pas suivi. Il a indiqué qu'il allait libérer Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le fait que vous récupérez la même chose, est-ce que vous, pour certains en tout cas, ça doit revenir de droit au FPI? Est-ce qu'on a besoin d'être militant d'un parti politique forcément pour éprouver de l'amour pour les citoyens ivoiriens, tout simplement? Le président Houphouët a perdu sa grande sœur. Dans un élan de solidarité nationale, tout le monde s'est rendu à Yamoussoukro pour enterrer cette dame. Laurent Gbagbo, adversaire d'Houphouët, est allé à ses obsèques. Est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce qu'à l'époque, on a pensé que Gbagbo cherchait à faire la cour aux militants du PDCI-RDA? C'est un comportement typiquement ivoirien. Faire autre chose, c'est ça qui est anormal. Très bien. Alors, vous avez Kadi Fadiga. Nous allons maintenant aborder. Celui qui ne comprend pas ça, il a du mal à me convaincre de ce qu'il est ivoirien. Très bien. Je pense que les gens donnent leur opinion sur un certain nombre de choses. Monsieur Kouadio, vous l'avez tout à fait compris. Kadi Fadiga, nous allons aborder maintenant la question de justice, de sécurité et de défense. C'est des termes qu'il a utilisés et auxquels il tient.
Véritablement. Oui, puisque parler quand même de cohésion sociale, ça aussi rendre justice. Donc, M. Kwadwo Konan-Bertin, quel est votre regard sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Elles n'ont jamais été aussi empreintes, n'est-ce pas, d'impartialité. Est-ce qu'on peut encore parler de droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Je vous parle de faits récents. Hier, mon QG de campagne d'Adiaké a été attaqué par des militants du RDR. Quatre parmi eux sont heureusement au commissariat. Ils vont passer encore du temps là-bas pour qu'ils soient corrigés. Parce qu'il faut qu'on les corrige, qu'on les rééduque. Moi-même, député de mon État, j'ai été frappé à Bonon, bastonné, humilié par les militants du RDR que j'ai formellement identifiés en tenue Alassane Ouattara avec photo à l'appui. À cette période? Oui, à cette période, déjà. À cette période. Déjà à cette période de campagne? Oui, à cette période. Non, pas maintenant. Ah, pas maintenant. Il y a bien 4 ans et demi. Il y a 4 ans et demi. Personne n'a réagi. D'accord. Même pas l'Assemblée nationale, à laquelle j'appartiens, où je siège. Encore moins le gouvernement. Parce que moi, je n'ai pas de droit. Est-ce que je suis un humain aussi? Et ces exemples sont légion. Jusqu'aujourd'hui, des maisons continuent d'être occupées. Mais au nom de quoi on va occuper indéfiniment des maisons de gens qui ont construit, qui ont souffert pour bâtir ces maisons? Il faut d'abord faire la démonstration qu'ils ont acquis ces biens-là de façon illicite. Et puis c'est à la justice de faire ce qu'il y a à faire. Mais les citoyens ne peuvent pas se faire eux-mêmes justice, occuper éternellement les maisons des autres. Et puis, la vie continue. Je vous ai dit tout à l'heure, le président Alassane lui-même a regardé le roi de l'indigné droit dans les yeux pour lui dire qu'il ne savait pas que Assou-Adou était en prison. Comment peut-il se faire que dans une république sérieuse, on emprisonne sans que le chef d'État ne soit informé? Vous me parlez des droits des citoyens, mais j'observe que 2 semaines après ce meeting, il n'est toujours pas au courant qu'Afi Adou est encore à la Maka, puisque rien n'est encore fait. Je crois que nous devons faire en sorte de faire de la Côte d'Ivoire un pays qui respecte, mais scrupuleusement, les droits des hommes. C'est une des conditions pour que les investisseurs étrangers viennent chez nous. Quel mécanisme vous allez mettre en place? En appliquant la loi pour tous. En appliquant la loi pour tous. La justice pour tous. Il faut apprendre à punir. À punir. Il faut que l'Ivoirien nouveau, justement, soit un Ivoirien modèle. Moi, je ferai en sorte, heureusement que j'ai entendu quelques-uns aussi développer cette notion d'Ivoirien nouveau. Mais je vous signale au passage qu'on ne fera jamais du neuf avec du vieux. L'Ivoirien nouveau, heureusement qu'on ne lui donne pas le même contenu. Eh bien, mes chers frères, ce que je veux de vous, pour que vous soyez des Ivoiriens nouveaux, c'est que plus jamais, vous accepterez de vous faire entendre dans une république, quelle que soit votre raison, par les armes. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui place au cœur de tout l'amour de la patrie. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui ne se construit pas une vie en braquant les banques. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui ne se construit pas une vie dans le sang des autres. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui est convaincu que la vie est sacrée, que Dieu seul donne la vie et qu'il appartient à Dieu et à Dieu seul de prendre la vie à qui il veut, quand il veut. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain à cause de ses opinions politiques. La Côte d'Ivoire doit revenir à ses valeurs, mais ces valeurs cardinales qui ont fait de nous notre spécificité. Notre spécificité. Bon, c'est vrai qu'il y a des concepts qu'on ne peut pas développer. Très bien. Au risque de s'attirer le courroux des autres, mais restons ivoiriens. Et l'Ivoirien, il ne peut pas tuer un autre. Très bien. Aujourd'hui, comment vous acceptez que nos enfants de 14 ans, nos jeunes de 13 ans, se donnent eux-mêmes le nom de microbes et se convainquent que pour vivre, il faut qu'ils tuent les autres. À Bobo, il faisait si bon vivre. À Yopougon, la joie. Aujourd'hui, à partir de 18 h, vous avez la peur au ventre. Quand vous êtes dans la rue, cette jeune dame qui est morte dernièrement, je m'incline encore devant sa mémoire. Elle était loin de s'imaginer. Ce matin, bonheur, comme elle avait l'habitude de le faire, comme tous les jeunes de son âge, en allant prendre son bus, qu'elle avait rendez-vous avec la mort. Parce que simplement, quelques enfants qu'on a utilisés dans la guerre et à qui on n'a rien donné, eh bien, veulent se servir sur le terrain. Pour se servir, il faut qu'ils tuent les autres. C'est ça la Côte d'Ivoire? C'est ça l'Ivoirien? Eh bien, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Et en le disant, je suis le plus sérieux possible. Ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme ça qu'on se construit. En nous aimant et en étant convaincus qu'on est les mêmes, dans un même creuset, dans une communauté de destin, notre bonheur
doit être le bonheur de l'autre. Notre malheur doit être le malheur de l'autre. Si on le comprend, eh bien on est parti pour sauver notre pays. Et cela revient à l'appareil judiciaire, j'imagine. C'est pour ça peut-être dans votre projet de société, vous mettez le doigt sur la crédibilité et l'accessibilité du système judiciaire. Quel changement allez-vous opérer pour que vraiment on arrive à avoir un Ivoirien nouveau? Justement, dans la même veine, lorsque vous décelez avec autant d'intensité ce que vous sentez en tant qu'Ivoirien, en même temps, et vous dénoncez les plaies d'un système qui, à votre avis, ne répond pas aujourd'hui du point de vue justice, sécurité et défense. Vous dirigez, vous devez, vous avez envie de diriger la Côte d'Ivoire. Alors, quelle est votre solution à ces problèmes devant vos compatriotes pour qu'ils sachent quelle est la vision de M. Kwadwo Kona Bertin par rapport à la situation sécuritaire et même de la justice? Je défends un peu la Côte d'Ivoire avec un peu de passion. Je l'admets. Parce que j'aime profondément ce pays. Et parce que quand je me réfère à Hegel, je sais que rien de beau comme rien de grand ne peut se construire sans passion. J'aime passionnément le peuple ivoirien. J'aime la Côte d'Ivoire. Je crois d'entrée de jeu vous avoir indiqué le chemin, la voie pour sortir la Côte d'Ivoire et bien de la misère, par la transformation de nos matières premières. Ce n'est pas ça une proposition, ce n'est pas une vision. Je vous ai indiqué que je vais procéder à la défiscalisation. Je vous ai indiqué que je vais passer à la réglementation pour créer eh bien, de la prospérité que je saurais partager entre les Ivoiriens. Bien sûr, ça ne peut pas se faire sans une justice qui accompagne cela. C'est pourquoi eh bien, j'ai pris des mesures concrètes. Je ne pense pas qu'en 2 heures, je pourrais vous dire point par point tous les éléments qui composent ce chapitre. Mais parce que je me donnerai un gouvernement eh bien, qui est aussi attaché à ces valeurs de justice, vous verrez bien que nous devons procéder à des réformes institutionnelles et judiciaires pour rendre d'abord notre justice autonome, crédible. D'ailleurs, si je suis président, volontiers, j'accepterai de ne plus être le patron de la justice en Côte d'Ivoire. Je veux qu'elle soit autonome. Quand je suis président, je ne peux pas diriger un parti politique comme le recommande la Constitution ivoirienne. Quand je suis président, eh bien, je serai le premier à donner l'exemple de respect de notre Constitution dans toute son écriture, dans toutes ses dispositions, dans tous ses articles. Eh bien, tous les peuples ont droit au respect. Et il semble que respecter les constitutions, c'est respecter les peuples. Si je veux diriger la Côte d'Ivoire, c'est parce que je m'engage à respecter les Ivoiriens en respectant leur constitution. Vous voyez bien que la séparation des pouvoirs sera une réalité pour permettre à la justice de jouir d'une autonomie relative lui permettant d'exercer dans l'impartialité, de sorte que quelqu'un qui a des ennuis sache très bien qu'il peut se référer à sa justice sans a priori. Voilà ce que je ferai pour notre justice. Nous avions noté. Pour que cette personne qui a des problèmes là sache où aller, ça veut dire qu'elle a un justiciable non loin de chez elle. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que... J'ai même pensé, je continue de penser qu'il faut rapprocher la justice du peuple. Oui. Et dans les nouveautés que j'apporterai plutôt, excusez-moi, c'est de faire en sorte de rapprocher justement la justice eh bien, du peuple. De sorte qu'un enfant de Kofi Konakro ou de PKK ne soit pas obligé de payer le transport jusqu'à Tengrela pour aller eh bien, se faire justice. Donc voilà, si vous voulez, un point fort que je peux annoncer aux Ivoiriens. Monsieur Kwadwo Kona Bertin, nous allons aborder maintenant le volet économique. C'est vrai que vous avez dit beaucoup de choses. On a compris que vous y étiez en plein là-dedans. Alors, je note que dans votre projet, nous savions, en tout cas, que la Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, est classée parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde. Alors, il m'est arrivé de lire dans votre projet, vous dites, moi, KKB, je veux ramener ce pays parmi les 5 pays. Parmi les 5 pays. Alors, par quel mécanisme et comment vous allez le faire? Écoutez, je vous ai indiqué tout à l'heure le 3e axe.
de mon plan stratégique pour booster l'économie ivoirienne. Parce que j'ambitionne de recréer à nouveau le nouveau miracle économique ivoirien. Je vous ai indiqué également comment, par la défiscalisation, je vais y parvenir. Je dis, je fais en sorte de moraliser la vie publique, faire en sorte que justement les pots de vin que l'on avait l'habitude d'instaurer puissent donc disparaître. Je vais faire en sorte que la Côte d'Ivoire, parce que justement, j'ai créé un environnement qui attire dans ces capitaux, qui met les gens en confiance. Au lieu que nous soyons classés parmi les 10e, est-ce que ce n'est pas mieux d'améliorer notre position en étant parmi les 5 premiers et peut-être même les 2 premiers? Pourquoi pas renégocier surtout efficacement notre rang de leadership, au moins dans la sous-région. Et ça, c'est encore possible. Kadid, au plan agricole, vous avez noté allez-y, déjà au mot, comment contrôler les pots de vin? Parce qu'ils se donnent à l'insu de tout le monde. Vous savez, quand je parle de défiscalisation, de détaxe, je vais faire en sorte qu'il y ait moins de taxes en Côte d'Ivoire. Moins de taxes, contrairement à ce qu'on peut nous indiquer, c'est plutôt beaucoup de recettes pour l'État de Côte d'Ivoire. Et si vous faites en sorte que le citoyen paye, je veux dire, des taxes à moindre coût, plutôt que de choisir de corrompre le fonctionnaire de l'État, ce qui lui reviendrait 2 fois ou 3 fois plus cher, je pense qu'il paiera directement ses impôts ou ses taxes à l'État directement. Ça permet justement de combattre la corruption à la source. Vous voyez ce que je veux dire? Si tous les citoyens commencent à avoir ce réflexe de ne pas chercher à corrompre, eh bien, le fonctionnaire de l'État, parce que justement, j'ai revu à la baisse la TVA, la fiscalité, eh bien, vous voyez que non seulement, eh bien, on engrange des recettes pour l'État, mais aussi on combat efficacement la corruption. L'État s'en portera mieux et les Ivoiriens avec. Du moins aussi. Justement, sur ce chapitre de la moralisation de la vie publique, vous prévoyez d'être très dur en matière de sanctions et même installer des caméras pour surveiller ce genre de choses. Comment vous estimez ce programme? Comment vous allez le financer, ce programme? J'ai été clair avec vous. Par la transformation de la Tchéquie seulement, je promets de donner à la Côte d'Ivoire 20 000 milliards par an. Et pour l'instant, j'ai fait l'essai de transformer 7 produits. L'ananas, la mangue, la tchéké, le soja, l'huile de coco, et ainsi de suite. Et je peux vous dire que la Côte d'Ivoire peut se payer le luxe de transformer 1000 autres produits comme ça dans ce pays. Comment vous pouvez vous imaginer que des petits pays d'Asie qui n'ont rien chez eux transforment tout, pendant que la Côte d'Ivoire qui a tout ne transforme rien? Pour redonner de la dignité au peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de chemin, c'est le chemin. À partir de l'argent que je vais donc obtenir, que l'État obtiendra, dans ces conditions de l'industrialisation, je peux me permettre de financer n'importe quel projet en Côte d'Ivoire. Parce que malheureusement, je ne peux pas compter sur l'épargne nationale. Elle n'existe pas. Puisque nos pays africains, eh bien, nous avons 2 classes dans nos pays africains. La classe très pauvre, qui n'a pas d'épargne, parce que touchant à peine 500 000 francs comme revenu, elle ne peut pas épargner. Et vous avez notre classe hyper riche, qui malheureusement a pris l'habitude de sécuriser ses capitaux à l'étranger. On ne peut pas compter donc, sur l'épargne nationale pour booster, pour construire notre économie. Il n'y a pas de choix. Le seul qui nous reste, c'est de dire aux Ivoiriens, dans la vérité, comptons sur nos forces. Nos forces existent. Allons-y résolument dans la transformation de nos produits. En les transformant, nous multiplions ces produits-là, leur valeur par 50 voire même par 100. Voyez-vous, je suis venu là avec une tablette de chocolat. Cette tablette coûte, m'a-t-on dit, 2700 francs. Pendant que le kilo de café coûte à peine 500 francs. Ceux qui vous fabriquent ce chocolat, c'est le cacao, ceux qui vous fabriquent ce chocolat, ils sont 15, 5, 50, 20, 100 fois plus riches que la Côte d'Ivoire elle-même qui produit. Et si demain, parce qu'on a cru à ce que je propose, nous nous mettions à transformer nous-mêmes sur place pour être le maître des prix de nos matières, que devenons-nous?
Prenez l'exemple de la Malaisie. Nous étions tout petits. Quand les Malaisiens venaient chercher ici en Côte d'Ivoire à copier sur le modèle, n'est-ce pas, de palmier à huile, où sont-ils aujourd'hui? Parce qu'eux ont compris très tôt qu'il faut transformer ce qu'on produit sur place. Je dis, je sortirai mon pays de cette logique implacable d'exportation systématique de nos matières premières. Ce n'est pas une fatalité. Si nous voulons, eh bien, nous le pourrons. De sorte que, eh bien, quand la Côte d'Ivoire sera à nouveau un bon marché, tous les citoyens du monde viendront ici faire leur shopping comme ils le font aujourd'hui à Dubaï et à Singapour. Comme ça, des amis de la Côte d'Ivoire qui ne voudront pas être les derniers à venir sur le marché viendront nous offrir des ponts gratuitement qu'on pourra baptiser des ponts de l'amitié ivoiro-japonaise, des ponts de l'amitié enfin franco-ivoirien, non pas pour nous faire payer des ponts en pleine capitale économique. Je n'ai jamais vu ça, moi qui ai voyagé ces derniers temps dans tout le monde entier. Alors, je n'ai pas vu de pont dans une capitale qui soit payant. Nous aurons le temps de revenir sur les infrastructures, vous donnerez votre point de vue. Déjà, on l'a compris, hein, tout à fait. Alors, nous étions sur le volet agricole. C'est vrai que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir, je vous dis, hein, que vous êtes planteur, donc je suis très à l'aise, ce que j'ai pu découvrir. Et justement, en matière de politique agricole, vous avez dit tout à l'heure que vous allez tout mettre en œuvre au niveau de la diversification pour que la Côte d'Ivoire regorge beaucoup d'argent. Alors, ça nous amène à vous poser cette question. La politique agricole aujourd'hui de votre pays ne vous satisfait pas et vous avez une vision très précise en dehors du fait que ces produits puissent vous amener de l'argent, c'est vrai. Quelle est la vision, votre vision exacte en tant que planteur? C'est important. Je suis baoulé. Et tout bon baoulé naît, le verbe naître, naît planteur avant de devenir autre chose. J'ai été obligé d'assumer les fonctions de planteur à l'âge de 14 ans, quand en tant que premier fils de 6 enfants, je perds mon père au moment où j'étais au collège. Eh bien, ipso facto, je devenais donc planteur. Je suis fier de l'être parce que j'adore le travail de la terre. Ils sont des milliers comme ça de jeunes Ivoiriens qui, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur bonheur à la capitale, ont pris le chemin de la campagne. Je leur dis encore une fois, et avec force, de ne jamais se sentir complexés, de retourner à la terre. La terre nourrit son homme. Justement, quand je serai président, une des mesures que je prendrai, c'est de revaloriser tous les petits métiers, de sorte que chaque Ivoirien cultive le sentiment de fierté nationale à faire ce qu'il fait et avec amour. Chacun de nous a une vocation pour quelque chose. Il suffit de le savoir. On peut réussir sa vie, gagner sa vie dans les petits secteurs d'activité si on les exerce avec amour. Toutes les femmes au monde, dans les foyers, savent que rien n'est possible à un foyer sans amour. Il faut aimer ce que vous faites. Jusque-là, la Côte d'Ivoire, c'est tant bien que mal débrouillé, excusez-moi l'expression, avec le binôme café-cacao. J'observe que quand le monde paysan se porte bien, quand le monde paysan est capable de se prendre en charge, la Côte d'Ivoire se porte mieux. C'est pourquoi je m'engage en tant que planteur. Regardez-vous ce que j'observe. À une semaine de l'ouverture de la campagne, M. Ouattara se souvient subitement qu'il peut payer le cacao à 1000 francs. Comme pour dire à nos parents, votez-moi. Ce n'est pas de ça que rêvent les planteurs de Côte d'Ivoire. Je ferai en sorte que le cacao retrouve un prix acceptable sur le marché. Et je suis convaincu qu'on peut l'acheter encore à 1500 francs. Je suis convaincu que l'EVA, qui jusque-là était acheté à 1200 francs, subitement, son prix chute jusqu'à 200 francs. C'est anormal. Je dis aux Ivoiriens de ce secteur, du secteur de l'EVA, que quand je leur parle, ils m'écoutent, parce qu'il y en a qui me connaissent. C'est ce milieu-là est le mien. Je ferai en sorte de redonner de la vie au milieu, au milieu du secteur de l'EVA, en payant également, en fixant un prix de 1200 francs comme il était, avant que Ouattara ne revienne au pouvoir. Après, par la suite, parce que je mettrai en place des mécanismes de concertation avec les partenaires sociaux
pour agir sur le prix des denrées sur le marché ensemble. Nous étudierons la mise en œuvre de telle ou telle politique qui permette à l'Ivoirien justement de se sentir mieux et de respirer sur son sol. Oui, se sentir mieux parce que quand même, pour un bon planteur, c'est celui quand même qui obtient des financements. Or aujourd'hui, avec l'absence de titres fonciers clairs, est-ce que ça ne mine pas déjà le secteur agricole? J'ai prévu justement de m'attaquer efficacement à la question foncière. Et je dis un Ivoirien, un titre foncier. C'est une situation qui ne peut pas continuer, que nous devons régler définitivement, parce qu'il me semble que c'est aussi une des raisons de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et sur cette question, vous prévoyez justement un programme d'audience foraine qui permettra de mieux faire connaître la loi votée, vous l'avez dit dans votre projet de société il y a 17 ans. Alors de quelle loi s'agit-il, puisque récemment il y a une loi qui a été votée sur la question foncière en 2013?